Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à tous et à toutes en direct du 50e Salon de l'Agriculture ici à Paris, ici sur cet espace magnifique. Vous le voyez à l'image de l'Odyssée végétale. Le Salon de l'Agriculture a trouvé son rythme. Nous sommes presque, vous vous rendez compte, déjà à la mi-parcours de cette grande fête de l'agriculture française qui s'achève, vous le savez, le week-end prochain, ici porte de Versailles à Paris. Alors, peut-être que dans quelques jours, vous allez commencer à organiser votre jardin, vous allez commencer à rêver de vos balconnières, il vous faudra des graines, il vous faudra des semences, et c'est précisément dans cet univers, vous allez le voir, assez compliqué de cette filière de la semence que je vous propose d'aller nous promener ce matin avec quelques idées simples grâce à nos invités qui nous ont déjà rejoints sur notre plateau. J'ai le plaisir de vous présenter Daniel Segon, vous êtes le président du GNIS. Alors le GNIS, c'est le groupement national interprofessionnel des semences et plants, c'est-à-dire c'est un groupement qui réunit, j'allais dire, l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les acteurs publics, je pense bien sûr à l'État. En face de vous, Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan, merci d'être avec nous. Éric Lenné est également avec nous, vous êtes le président de la Confédération des planteurs de betteraves. Je précise, monsieur Lenné, que l'on dit planteur et pas producteur de betteraves. Ça remonte certainement à une vieille tradition française. En face de vous, monsieur Lenné, j'ai le plaisir de vous présenter Yannick Loubet. Vous êtes monsieur exploitant agricole, vous êtes semencier, quelque part à Beaune, c'est en Côte d'Or. Je précise que vous faites partie de la coordination rurale. Alors, quand on parle de semences, quand on parle de la filière de la semence, on a du mal à se représenter, à se rendre compte de la puissance aujourd'hui de cette filière. Quelques chiffres, la France est aujourd'hui le premier producteur d'Europe en matière de semences. La France est aujourd'hui le deuxième exportateur mondial et Dieu sait si la concurrence mondiale est rude sur ce terrain. La France réalise avec cette filière de la semence un chiffre d'affaires qui flirte avec les 3 milliards d'euros. Monsieur Segon, on peut dire que cette filière, avec ces quelques chiffres, on a vraiment l'impression qu'elle se porte bien aujourd'hui. Oui, certainement, la filière se porte pas mal. Je dirais aussi que c'est une filière stratégique dans le sens où, à l'origine de toute production agricole, qu'elle soit donc animale ou végétale, il y a une plante. L'animal consomme des plantes et à l'origine de cette plante, il y a des semences. Donc au-delà des chiffres, je dirais que c'est une filière extrêmement stratégique, ce qui explique d'ailleurs, et vous y faisiez allusion dans votre introduction, que l'État s'en soit préoccupé et qu'il y ait une politique publique des semences. Voilà, on va en reparler bien sûr de tout ça. Est-ce qu'on peut dire que, j'allais dire, la variété des territoires français, la variété presque de la géologie française fait en sorte que, j'allais dire, il y a une immense diversité des semences françaises aujourd'hui? Il y a une immense diversité, je crois, des semences. Il y a aussi une assez intéressante diversité des semenciers. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que le paysage semencier français est aujourd'hui composé de 72 entreprises qui créent des nouvelles variétés, toutes espèces confondues, et que ces 72 entreprises maillent le territoire. Ce sont des entreprises qui sont implantées en milieu rural, pour la plupart. Dans les 72, on parle souvent des grands groupes, il y a beaucoup de PME et un bon nombre d'entreprises de taille intermédiaire, vous savez les fameuses ETI, dont on pense qu'elles sont les entreprises du futur pour notre économie. C'est une filière qui fait vivre combien de personnes aujourd'hui en France? Oui. Directement, c'est pas énorme, ça va être quelque chose de l'ordre de 15 000 employés à peu près, si on compte ceux qui travaillent en France. Mais indirectement, vous avez les producteurs de semences qui sont totalement associés à la filière. Et puis derrière, l'impact. Je crois que c'est ça qu'il faut dire, c'est que l'impact de cette filière est très important sur toute la chaîne agricole dans son aval. Aujourd'hui, et ça sera peut-être ma dernière question d'ordre général, on produit quoi exactement en France? Du blé, du maïs, du soja, que sais-je? Alors vous êtes là dans les espèces dites de grandes cultures. Et là, la France, vous avez annoncé la deuxième place. En termes d'espèces de grandes cultures, la France est le plus grand exportateur d'espèces de grandes cultures. Elles y sont toutes. Le maïs, la France est de loin le plus grand producteur de semences de maïs en Europe, avec 70 000 hectares environ. Le blé, bien sûr, essentiellement pour la culture nationale.
toutes les espèces de grande culture, et puis aussi, je pense que ça fera l'objet du débat, des semences de variétés potagères, de légumes, voire de florales, etc. Donc on est dans toute la panoplie des espèces avec un élément de compétences particuliers sur les semences dites de grande culture. Est-ce que vous avez l'impression que la France, les industriels français, si on peut parler d'industrie, jouent aujourd'hui à armes égales avec les très très puissants concurrents étrangers? Je pense à des géants comme Monsanto par exemple aux États-Unis. Ben, la question mériterait un long débat, une longue réponse. Ce que je dirais, c'est, pour faire simple, c'est que ce ne sont pas des armes égales, mais ce sont des armes différentes. Et l'expérience a prouvé qu'on savait tirer notre épingle du jeu dans ce contexte-là. Joël Labbé, je rappelle que vous êtes sénateur écologiste. Vous avez certainement un regard, j'allais dire écologiste, à porter sur cette filière qui, visiblement, en France, se porte bien. Quel est votre regard ? Bien, à propos de ce qui a été dit tout à l'heure, la question concernant les variétés, en fait, il y avait énormément et une multitude de variétés il y a encore quelques dizaines d'années. Maintenant, on est quand même obligé de dire, alors vous me confirmerez ou vous infirmerez les chiffres, en termes de blé tendre en l'an 2000, cette variété couvrait 50% des cultures de blé en l'an 2000 et 28% couvrait 80% des cultures. C'est dire s'il y a une perte en ligne de biodiversité cultivée évidente. Et puis un autre chiffre, et j'en aurai fini avec les chiffres, 5 compagnies semencières au niveau mondial, dont Limagrain en fait partie, contrôlent 75% de la semence potagère mondiale. C'est dire s'il y a, de par le monde, des semences, enfin, des espèces, des plantes adaptées au terroir, adaptées au climat, fortes pour lutter contre les maladies. Maintenant, il y a une espèce d'uniformisation non seulement nationale, non seulement européenne, mais planétaire. Et là, il y a danger grave pour la biodiversité mondiale qui est quelque part en péril, on se doit de le dire. Alors, je vous propose, messieurs, de véritablement lancer le débat sur cette question en regardant ce reportage. François Goulin est allé quelque part dans le Massif central à la rencontre d'un semencier un peu particulier. Il fait un petit peu bande à part. Parfois, vous allez le voir à la limite de la légalité. Un reportage très intéressant qui, j'en suis sûr, va lancer le débat sur notre plateau. Tomate rose tardive, cœur de bœuf russe, tomate rose sibérienne, Anna roussiane. Ces sachets de graines aux noms appétissants sont illégaux. Les étagères de cette boutique en sont remplies. 6000 variétés de semences normalement interdites à la vente. Interdites car non inscrites au catalogue officiel. Pour les homologuer, il faudrait payer, et cher. L'association Cocopelli n'a pas les moyens, alors les 23 salariés amassent ici des graines de tous les continents, un véritable trésor. Nous sommes des fous de la biodiversité planétaire. L'objectif, c'est de garder cette biodiversité, non pas de la faire disparaître. On est au service de la semence, et non plus au service de la finance. Ce qu'on n'a jamais été d'ailleurs. Donc ça nous paraît très important de pouvoir retrouver et d'offrir cette biodiversité, j'allais dire, à tous les paysans, à toutes les communautés rurales, communautés villageoises, dans tout l'hémisphère. Ces militants vendent et donnent des millions de graines chaque année, partout dans le monde. Le but, permettre aux agriculteurs de ne pas dépendre des semenciers. Les industriels comme Monsanto ou Limagrain vendent aux paysans des plantes hybrides qu'ils n'ont pas le droit de ressemer d'année en année. Tu es complètement dépendant, j'allais dire, tu es inféodé en quelque sorte, j'allais dire, au milieu semencier, au gros lobby semencier qui t'oblige à repasser par lui-même pour avoir la propre semence de telle manière qu'on puisse remettre dans les champs, quoi. Donc à Cocopelli, on s'interdit ça, naturellement, semences biologiques et reproductibles, et on n'a plus besoin de repasser par le tiroir caisse. Les gens n'ont même plus besoin de revenir voir Cocopelli. La petite graine a germé, l'association compte aujourd'hui des milliers d'adhérents, particuliers et agriculteurs, et réalise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais la réussite des uns provoque la jalousie des autres, et les procès se suivent, tous perdus. Ce qui n'empêche pas certains élus de soutenir Cocopelli et de venir faire leurs emplettes ici, en toute illégalité. Dernièrement, donc, la mairie de Paris nous octroie un terrain très très important donc, au jardin botanique, sur 3000 ou 3500 mètres carrés. Donc on va pouvoir faire de la semence libre. La mairie de Tours nous a commandé encore dernièrement des semences
entre guillemets illégale. La mairie de Nantes, toute une collection de poivrons par un service des espaces verts, le potager du roi à Versailles, encore dernièrement. C'est une ambiguïté, c'est un paradoxe. Donc à un moment, on se dit, on continue. Malgré tout, on a une forme d'acceptation, de tolérance de l'administration qui nous permet de continuer à vivre et continuer à faire notre travail le mieux possible, quoi. Le Sénat a même remis un prix à l'association en 2004, le lauréat de la création d'entreprises. Mais 48 heures plus tard, la répression des fraudes sonnait à la porte. Aujourd'hui, Cocopelli est bel et bien en sursis, un nouveau procès est en cours et cette fois-ci, c'est la cessation d'activité de l'association qui est en jeu. Voilà ce reportage très éclairant de François Goulin. Daniel Segond, peut-être une réaction sur ce que vous venez d'entendre. Un semencier, il fait partie de vos confrères. Oui, on peut le qualifier comme ça. Je dirais d'abord que ce reportage est empreint, je crois, de la plus grande sincérité, mais également truffé de contre-vérités. Lorsque l'on dit que l'agriculteur n'a pas le droit de ressemer des semences hybrides. Alors ça, on va revenir sur ces questions effectivement de manière précise. C'est complètement faux. Nous, je dirais qu'il faut remettre aussi ce reportage et cette association dans son contexte. Je n'en nie pas du tout l'intérêt. Elle représente à peu près 1 pour 1000 de l'activité économique. Je conteste totalement l'idée que certains travailleraient pour la biodiversité, d'autres pour la finance. Nous travaillons pour les agriculteurs. Les semenciers travaillent pour les agriculteurs. Ceci étant, le film pose un certain nombre de questions, le reportage. La question, c'est comment des associations qui, je crois, sont empreintes de la meilleure intention, peuvent-elles trouver une place dans un environnement réglementaire que l'État, la puissance publique a voulu, à la raison que j'évoquais dans mon introduction, à savoir que la semence est suffisamment stratégique pour qu'elle relève d'une politique une politique publique de la semence. Ça signifie de la réglementation. Et actuellement, ces associations-là ne trouvent pas leur place dans la réglementation telle qu'elle est, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne la trouveront pas dans la réglementation telle qu'elle sera. Alors on va revenir sur ces différents points, y compris réglementaires, Daniel Segond. Je voudrais d'abord donner la parole à Yannick Loubet. Comment vous avez regardé ce reportage avec certainement un regard bienveillant? Oui, mais je pense que je vais revenir sur des bases plus élémentaires. Je pense qu'il faudrait déjà redéfinir ce que c'est qu'une variété. Parce qu'on a tendance à appeler variété à peu n'importe quoi. Une variété, c'est une population ou un groupe dans la même espèce qui se diversifie par des points qu'on peut évaluer. Donc c'est uniquement une petite partie d'une espèce qui est évolutive, c'est pas fixé. Et là, on nous parle maintenant de variétés, comme ces messieurs viennent de parler. C'est pas des variétés. On va pas protéger la biodiversité en créant des clones. On va au mur. On est en train d'asphyxier la diversité au niveau variétal. Moi, je suis venu ici pour parler de variétés, pas de business, de pseudo-variétés. Il y a usurpation du terme variété. Il y a des variétés OGM, il y a des variétés hybrides qui sont en fait des clones, il y a des variétés issues de la mutagénèse. Certainement, mais est-ce que l'ensemble des variétés existantes, elles sont innombrables, sont capables aujourd'hui de nourrir la planète et les animaux comme les humains d'ailleurs? Effectivement, si on les retravaillait correctement, évidemment. De toute manière, tout ce qui est créé par rapport à ces variétés. S'il n'y a pas les variétés naturelles, on ne peut pas créer de variétés artificielles. Elles ne partent pas de rien. Et une variété clonée, il faut savoir qu'elle va se dégénérer, parce que le clone ne se reproduit pas, il ne repasse pas dans le cycle de la vie. Et là, on est en train de créer une mort à terme du système variétal. Alors, ça a été évoqué dans le reportage de Joël Labbé, on a parlé de ce fameux catalogue national des semences. Ce catalogue, il répertorie l'ensemble des semences autorisées. Il est tamponné, avalisé par les pouvoirs publics, par le ministère de l'Agriculture. Est-ce que vous-même, en tant que sénateur écologiste, vous remettez en cause ce catalogue qui représente d'une certaine manière, j'allais dire un règlement, voire un carcan pour les industriels, sinon les semenciers? Ce que l'on demande de toute façon et en premier lieu, c'est une véritable politique publique au service de l'intérêt public. Maintenant, il y a des nuances. Ce qui a été expliqué par mon voisin, fort pédagogiquement d'ailleurs, sur le côté variété-population, une variété est vivante et évolue alors qu'on parle de fixation. L'important, alors il ne s'agit pas de faire la guerre, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, on en est là. Maintenant, il s'agit quand même d'évoluer.
On parlait tout à l'heure de biodiversité cultivée, mais les grandes cultures qui sont nécessaires, mais les grandes cultures sont aussi liées à des pratiques agricoles liées à l'agrochimie. Et l'autre biodiversité, la biodiversité générale, qu'elle soit faunistique ou floristique, est abîmée par ces pratiques. Alors on parle beaucoup maintenant de ce qu'est l'agroécologie avec l'annonce du ministre de l'Agriculture de faire de la France le leader européen de l'agroécologie. C'est un souhait et une volonté que l'on partage évidemment chez les écologistes et on va participer activement à ce qu'on y arrive. Mais par contre, on va partir de loin parce que pour le moment, on est leader européen de la consommation de pesticides. C'est dire s'il y a une véritable transition à mener qui ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on aura besoin d'en connaître les lignes dès cette année et suffisamment rapidement, ce qui voudra dire la capacité de tout le monde à se remettre en cause. Nous pensons chez les écologistes que nous avons à discuter et à travailler avec les professionnels que l'on considère comme des partenaires, les petits comme les gros, des partenaires, et surtout s'écarter du côté lobbying de ce que sont les lobbyistes, qu'ils soient professionnels regroupés ou qu'ils soient des firmes, on sait comment ils fonctionnent. Et ça, il est temps que les politiques reprennent leur place et leur rôle et leur responsabilité dans ce domaine. Merci Éric Lenné. Vous vouliez prendre la parole. Je vous vois prendre beaucoup de notes autour de ce débat qui se développe. Vous êtes planteur de betteraves. Les betteraviers sont également confrontés à ces limitations, à ces problèmes de variété, à cette peut-être, j'allais dire, un menuisement de cette biodiversité dans la betterave. Comment ça se passe ? Bon, alors déjà, je ne suis pas, bien sûr, uniquement planteur de betteraves. On ne pratique pas la monoculture. J'ai un assolement très diversifié. Je dois faire 6 ou 7 cultures sur mon exploitation. La semence, pour nous, dans notre production, elle est très importante. C'est elle qui nous a permis de faire tous les gains de productivité qu'on a pu faire depuis 30 ans. C'est-à-dire, monsieur Lenné, c'est-à-dire, monsieur Lenné, qu'on peut aujourd'hui produire, dans les conditions qui sont celles aujourd'hui, des graines de betterave qui sont performantes, qui sont adaptées à vos besoins de production. Absolument. Un chiffre. Dans les années 80, on faisait en France 640 000 hectares de betteraves pour produire 35 millions de tonnes de betteraves. Aujourd'hui, pour produire 35 millions de tonnes de betteraves, il nous faut seulement 390 000 hectares. C'est vous dire le progrès qu'on a fait. Et donc quand on faisait, allez, dans les années 80, 50 tonnes, on mettait, en gros, pour en chiffre rond, 200 kg d'azote à l'hectare. Aujourd'hui, on fait 100 tonnes et on met 100 kg d'azote à l'hectare. Et là aussi, c'est la semence, la qualité des semences que les semenciers nous fournissent qui nous ont permis de réduire l'utilisation de l'azote. C'est-à-dire plus de performance, moins d'engrais, finalement une culture plus écologique. Et pas seulement moins d'engrais, on parle d'agroécologie. On a réduit dans le même temps l'utilisation de 70% des produits de santé végétale à la tonne de sucre produit. C'est considérable. Et là aussi, c'est la semence qui nous le permet, parce qu'on a des variétés qui sont, dont la sélection fait qu'elles sont plus résistantes aux maladies, plus résistantes au stress. Et la semence nous a apporté beaucoup dans notre métier d'agriculteur, dans notre métier de betteravier. Alors messieurs, on va faire une première parenthèse dans ce débat. On va rejoindre Mélanie Montand, quelque part dans les allées du salon. Elle est allée à la rencontre d'Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. Est-ce que cette avalanche de scandales agroalimentaires met en péril notre agriculture française ? Écoutez, ça va provoquer un réflexe chez le consommateur de vérifier ce qu'il achète et de regarder ce qu'il y a finalement sur le paquet. Et c'est finalement une prime pour les circuits courts, c'est-à-dire l'achat made in France à côté de chez soi. 95% de l'alimentation dans la grande distribution est made in France, mais il faut qu'elle soit 100% made in France. Donc finalement, il va y avoir un regard des consommateurs qui va s'accroître sur la qualité du produit. Et ça va obliger les producteurs finalement à favoriser l'agriculture française. Donc finalement, dans tout malheur, il y a du bon. Donc c'est comme ça que je le prends. Une dernière question, comment la BPI, la Banque publique d'investissement, va venir en aide au secteur agricole ? Elle va surtout financer la reconstruction de toutes les filières, l'automobile, l'aéronautique, la robotique, bref,
toutes les filières qui ont fait la force de la France. Parmi celles-ci, il y a l'agroalimentaire, c'est-à-dire la transformation des produits agricoles. Nous avons trop de petites PME et pas assez de grosses entreprises à l'export. Donc à nous de faire ce travail de musculation. Voilà, c'est une reconstruction de la force. Quel montant? Oh, la BPI va drainer 40 milliards, donc c'est une force importante. Merci. Arnaud Montebourg au micro de Mélanie Bontemps. Monsieur Second, les semences, elles sont made in France, n'est-ce pas? Oui, les semences sont pour une très grande partie made in France. Et comme je l'ai dit, je pense dans mon introduction, une bonne partie de ces semences sont exportées sur l'ensemble de l'Europe. La balance commerciale du secteur semencier est positive de 660 millions d'euros. Et dans le contexte actuel économique national et la notion de redressement productif, nous sommes tout à fait acteurs importants dans ce domaine-là, oui. Oui. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur quelques idées qu'on a pu entendre dans le reportage tout à l'heure. Est-ce qu'il est vrai, Monsieur Second par exemple, et à l'ensemble de ce plateau, que les agriculteurs n'ont pas le droit de faire pousser leurs propres semences? Autrement dit, il faudrait qu'ils passent sous les fourches codines des semenciers pour s'approvisionner en graines. Et c'est vrai ça ou pas? Je pense que c'est très abusif de le dire comme ça. Il y a un certain nombre de variétés qui sont inscrites au catalogue français et qui font l'objet d'un certificat d'obtention végétale qui est la reconnaissance d'une propriété. Donc le catalogue, c'est 6000 variétés, je crois. À peu près, oui. Ouais. Toutes espèces confondues, etc. Et celles-ci ne peuvent pas être reproduites sans l'autorisation de l'obtenteur. C'est la défense de la propriété intellectuelle. Avec une modification importante qui vient d'être faite par la loi du 8 décembre 2011 qui instaure le certificat d'obtention végétale, excusez-moi du terme, version UPOF 91, qui reconnaît la possibilité à l'agriculteur de ressemer ces semences-là, dites semences de ferme, à condition de s'acquitter d'une rémunération juste auprès de l'obtenteur. Et tout ça pour favoriser la recherche. Ça, je parle pour favoriser la recherche et pour rémunérer, parce que je crois que c'est ça le point important, pour rémunérer le progrès dont il a profité lorsqu'il a choisi notre semence. Parce qu'il s'agit bien d'un choix. L'autre point que je voudrais dire, c'est qu'à côté de ça, il existe des variétés qui sont libres de droit, et qui effectivement ne trouvaient pas leur place totalement dans le catalogue français jusqu'à présent. Quelle est la proportion de ces variétés? Elles sont en nombre en France, je crois qu'il y en a 250, quelque chose comme ça. Et celles-ci peuvent être reproduites à l'envi, tant qu'on veut, par l'agriculteur. Hein. Donc, arrêtons de dire, ne sont pas manichéens, et arrêtons de dire, non, il y a un véritable choix. L'agriculteur professionnel fait souvent le choix d'acheter nos variétés parce qu'il lui trouve un intérêt économique, un intérêt également environnemental. D'autres agriculteurs peuvent faire d'autres choix. Il faut qu'ils s'adressent à d'autres variétés. Et moi, je ne suis pas du tout pour l'exclusive de ces variétés-là. Yannick Loubet, est-ce qu'une graine qu'on replante après l'avoir reproduite dans son propre champ est aussi performante que la graine initiale? Non, normalement, elle est plus performante parce qu'elle va s'adapter localement, elle va s'adapter au climat, au terroir, à toutes les conditions qu'elle va rencontrer. Chaque génération d'une plante prend des informations qu'elle retransmet dans son espèce. C'est très important. Alors, un mot sur la réglementation actuelle. Alors, réglementation qui permet, dans certaines conditions... Monsieur qui parlait de 250 variétés qui seraient inscrites dans les variétés naturelles. J'ai une collection de 600 variétés de tomates, personnellement, en dehors de Cocopelli. Ouais. J'ai à peu près 150 variétés de piments. J'ai une centaine de variétés de haricots. Donc, je suis collectionneur depuis 10 années, avant Cocopelli. Hein. D'accord. Joël Labbé, un mot. Non, sur les aspects techniques, je vais laisser la parole aux techniciens. Sur les aspects juridiques, dès qu'on rentre dans le détail des réglementations, qu'elles soient européennes, françaises, les problèmes de catalogue, de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les certificats d'obtention végétale, c'est très compliqué, ce terrain juridique de la semence. Ensuite, il y a une question de moyens, justement, pour les petites sociétés. Il y a la question des moyens. Et justement, il faut absolument que la législation soit adaptée. Il y a une chose qui ne nous conviendrait pas du tout, c'est le brevet du vivant. Donc le COF permet d'éviter cela. Mais je rappelle qu'en France, il n'y a pas de brevet pour les semences. Oui, absolument. Donc cet aspect est drôlement important. Mais maintenant, il y a le contexte législatif
doit évoluer pour justement permettre plus d'ouverture et plus de moyens. Alors c'est là où moi je vais attendre, parce que je vais prendre position en tant que parlementaire au moment venu, je l'espère dans le cadre de l'élaboration de la loi d'avenir agricole, pour que ces sujets puissent être abordés et rentrer dans un cadre législatif ouvert. Éric Lenné, est-ce que le cadre juridique actuel de la production des semences vous satisfait? Écoutez, dans toute production, il y a forcément des réglementations et les réglementations en vigueur, pour inscrire une variété aujourd'hui, elle doit apporter un plus. Mais le plus, il ne doit pas être uniquement en termes de productivité. Il doit apporter un plus dans le sens de réduire l'utilisation des produits de santé végétale. Et on le voit très bien, nous, dans la filière betterave, le mode de sélection pour les nouvelles variétés, eh bien nous réalisons vraiment des traitements minimums sur ces variétés-là de manière à faire ressortir le caractère naturellement résistant de ces variétés-là et de manière à avoir une belle diversité en matière génétique. Et puis je voudrais dire un mot quand même sur le vaste programme de recherche génomique que nous avons mis en place avec les semenciers, avec l'INRA, avec notre institut technique, qui justement vise au travers à la fois du phénotypage et du génotypage à haut débit. Oula, attention, c'est quoi ces mots? Ah ben, le phénotype, c'est la variété, c'est son aspect. Le génotype, c'est les gènes qu'elle contient. Et bien de pouvoir aller vite et de pouvoir explorer un grand nombre de variétés sauvages, d'en tirer les meilleurs traits de caractère et de pouvoir, par de la sélection normale, ensuite, de les introduire dans les variétés que nous avons aujourd'hui au catalogue. Merci beaucoup, Monsieur Lenné. On va reparler de la recherche dans quelques instants. Mais nouvelle parenthèse dans ce débat. Michaël Zamès est allé à la rencontre de José Bové, qui lui aussi est au Salon de l'Agriculture ce matin. Et évidemment, il nous parle de malbouffe. C'est hélas l'un des dossiers de ce salon, Michaël. Toujours dans les allées du salon avec une personnalité qui connaît bien le monde de l'agriculture. Bonjour José Bové. Bonjour. Quand vous voyez tout ce qui se passe en ce moment, les scandales, la répétition, j'imagine que ça vous fait hurler, non? Bah écoutez, ça me fait d'autant plus hurler que ça fait quand même très longtemps qu'on dénonce ces dérives et les scandales qui sont liés. Donc moi, je n'ai pas été surpris de découvrir ce scandale des traders. Parler de minerais, c'est quelque chose qu'on connaissait depuis des années, sauf que voilà, c'était... On l'a découvert, maintenant les consommateurs découvrent. Les consommateurs se rendent compte qu'on les a pris pour des gogos. Et c'est vrai que là, on a affaire à une affaire mafieuse, très clairement de business, où on a voulu effectivement faire beaucoup d'argent parce que le kilo de minerai, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, de cheval, est au quart du prix du bœuf. Donc c'est pour ça que les industriels ont joué à ça. Mais on se rend compte que ça va plus loin, puisque y compris des grandes marques connues que je ne vais pas citer, trompent aussi les consommateurs sur le contenu à la fois de la viande par rapport aux légumes, dans des conserves ou sur la quantité de sel. Donc on est effectivement dans un véritable scandale de cette agro-industrie qui se fait sur le dos des paysans et sur le dos des consommateurs. On se rappelle que vous en étiez pris à une grande enseigne il y a quelques années, c'était il y a longtemps. Et aujourd'hui, vous seriez prêt encore à monter des barricades contre ces grandes enseignes? Écoutez, moi quand j'entends cette grande enseigne qui fait du hamburger industriel, nous jurer maintenant qu'ils vont produire avec des pommes de terre ou de la viande française. Il y a 15 ans, ils nous avaient déjà fait le coup. Et maintenant, ils nous disent on va le faire. Ça veut dire qu'il y a 15 ans, quand ils ont dit partout qu'ils allaient utiliser des produits français, ça veut dire qu'ils ont trompé les gens. Pourquoi on les croirait aujourd'hui alors qu'hier, ils nous avaient dit la même chose? José Bové, vous êtes maintenant député européen. Que peut faire l'Europe? Parce qu'on a l'impression tout de même que face à cette mafia de la grande bouffe, on ne peut rien faire. Ce que je crois, c'est que là, très clairement, on a eu des décisions bureaucratiques prises par la Commission, à la fois contre le Parlement et contre les États. C'est-à-dire que la Commission a décidé d'elle-même, par exemple, de réautoriser les farines animales, d'arrêter les tests sur la vache folle. Ça, c'est complètement invraisemblable. Alors maintenant, il faut étiqueter. Mais le commissaire européen, M. Borg, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne met pas beaucoup d'allant pour obliger un étiquetage européen. Donc là-dessus, il va falloir continuer. Et puis, si ça ne suffit pas, les citoyens vont devoir agir. C'est pour ça que j'ai dit qu'à partir du 1er juin, si les farines sont réinterdites dans le poisson et que les consommateurs ne peuvent pas savoir, on videra les étals
de poissons embarqués, et puis on verra ce qui se passe. Donc des actions fortes. Bah, écoutez, s'il n'y a plus que ça à faire, il faudra que les consommateurs boycottent et qu'il y ait une véritable reprise en main par les citoyens de leur alimentation. José Bové, on imagine que vous allez rejoindre vos amis agriculteurs. Juste un mot, vous avez le temps de vous occuper de vos terres toujours? Ah mais écoutez, depuis que je suis député européen, je me suis arrêté d'exploiter parce qu'on ne peut pas être à Bruxelles et sur la ferme. Et donc grâce à ça, une jeune agricultrice a pu s'installer à ma place. Voilà, bah écoutez, c'est la relève, on va dire. Merci beaucoup José Bové, bonne suite de visite dans le salon. Merci Mickaël. Joël Labbé, je vous voyais acquiescer aux propos de José Bové, toujours aussi véhément, toujours aussi militant. Oui, absolument. Je parlais de la loi d'avenir agricole tout à l'heure, sur laquelle on va travailler cette année, mais il y en a une autre d'importance, c'est la loi consommation. Justement au sujet des étiquetages, que les consommateurs... En un mot, parce que ce n'est pas notre sujet ce matin. Hein. Non, mais rapidement. Allez-y. Parce que justement, le rôle citoyen du consommateur, qu'enfin le consommateur, la consommatrice, puisse choisir ce qu'il va manger. Et là, les choses vont changer. Et dans plein de domaines, sur les compositions, sur les traçabilités, tous ces aspects-là. Maintenant, je vais vous dire, si vous permettez, j'ai l'impression là d'être très... J'avais un voisin paysan, j'avais l'impression de ne pas être tout seul. Là, il me semble, vous êtes paysan aussi, mais il me semble que vous représentez les 20% des agriculteurs qui captent les 80% des aides européennes. Eh bien, grâce et à lui votre... représentait 80% des autres agriculteurs. Simplement, je voulais vous le dire. De laisser la parole à beaucoup de monde, et en particulier à la filière du blé. Je vous présente à vos côtés Philippe Pintat, le président de l'Association générale des producteurs de blé. Quelques chiffres, hein. Le blé, ça se porte très très bien en France, hein. Une filière qui exporte, une filière qui produit beaucoup, avec, j'imagine, des graines de blé formidables. Est-ce qu'il est possible encore de faire des progrès génétiques en la matière pour produire encore plus, pour produire encore mieux, c'est-à-dire plus avec moins d'engrais, avec moins d'insecticides, etc. Est-ce que c'est encore possible ça aujourd'hui? C'est le vrai défi d'aujourd'hui. Je voudrais d'abord dire à M. le sénateur que je suis aussi agriculteur dans le département de l'Aisne. Oui, bien sûr, on le voit d'ailleurs dans des espèces qui progressent plus vite que le blé aujourd'hui, notamment la betterave ou le maïs, qui s'accommodent mieux des aléas climatiques. On a un problème aujourd'hui avec les céréales à paille, notamment le blé, qui s'adapte mal au changement climatique. C'est-à-dire au réchauffement? Il supporte très mal le stress, ce soit quand il y a trop d'eau, quand il y a trop de sécheresse, quand il y a des gros coups de chaleur. Voilà. C'est une plante qui s'y adapte mal, donc la recherche doit nous aider, et comme vous l'avez fort bien dit aussi, donc pour produire davantage, pour notamment pouvoir fournir l'alimentation nécessaire, en partie, notamment à nos voisins du bassin méditerranéen. Hein. Je rappelle par exemple qu'en Algérie, plus de la moitié du pain consommé est fait avec du blé français, parce que ce pays n'aura jamais l'occasion... 10% des exportations de blé françaises vont en Algérie. Tout à fait. Et ça représente presque 60% de leurs besoins. Alors, ce blé, il se porte bien. La filière se porte bien aussi, visiblement. Les céréaliers, aujourd'hui, se portent bien. Les derniers chiffres, par exemple, des revenus qui ont été indiqués par le ministère de l'Agriculture font état d'une année quasiment exceptionnelle pour vos confrères. Alors ça, c'est tout le problème de la volatilité des prix. Effectivement, cette année, c'est une année exceptionnelle, mais on avait connu en 2009, c'est pas très vieux, hein, une année exceptionnelle par des revenus extrêmement bas, c'est-à-dire presque 10 fois inférieurs. Donc pour vous montrer... Aux alentours de 10 000 €, je crois. Voilà, c'est ça, un peu moins. Pour montrer cette volatilité des prix, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer, et pour l'acheteur et pour le vendeur. Et ça, c'est une donnée très récente et qui nous pose vraiment beaucoup de difficultés. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un problème qui a été abordé à l'instant même, la recherche. La recherche dans la filière de la semence, c'est aujourd'hui 230 millions d'euros. Ce sont des chiffres intéressants, conséquents. Lorsqu'on regarde la recherche, c'est votre concurrent Monsanto, par exemple, c'est 1 milliard de dollars. Oui. Là encore, est-ce qu'on peut faire, est-ce que la France peut tirer son épingle du jeu en la matière? Je pense que les faits le démontrent. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la taille de nos entreprises, nous consacrons environ 15 à 20% de notre chiffre d'affaires à la recherche. Donc nous sommes un secteur à haute intensité de recherche. Et ça me permet de revenir sur les propos de M. Loubet, parce qu'il faut se garder de tout manichéisme. La plante qui évolue avec son terroir, c'est un petit peu la théorie du bon sauvage, si vous voulez.
c'est Rousseau. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe. La plante n'évolue pas positivement avec son terroir. La plante, si on la laisse dans son terroir, elle met en place des mécanismes génétiques, excusez de la technologie, des mécanismes génétiques pour se reproduire, pour survivre, mais pas pour produire. Et nous, dans une agriculture économique, nous créons des plantes pour une production. Après, on pourra redéfinir quels sont les critères que l'on veut de production. Mais notre métier, notre fonds de commerce, c'est ce qu'on appelle l'amélioration des plantes. Ça, c'est l'hybridation. Non. L'amélioration des plantes, c'est toutes les technologies génétiques, hybridation, pas hybridation, que l'on met en place à grand renfort de recherche, je reviens sur votre point, à grand renfort de recherche pour créer des plantes qui répondent aux besoins des agriculteurs. Ensuite, après, à nous de définir quels sont les besoins, quels sont les objectifs. Et là aussi, s'il vous plaît, gardons-nous encore une fois du manichéisme qui voudrait que nos plantes de semenciers qui avons consacré des millions d'euros à la recherche souffrent de ce que j'appellerais, j'ose le dire, un délit de faciès. Et alors que, et alors que quand elles viennent du petit paysan, elles ne sont pas forcément meilleures, elles sont parfois moins bonnes, mais elles bénéficient, elles, d'un bonus de faciès. Ça, c'est pas possible. Mesurons, et justement mesurons, allons dans le sens qu'ont évoqué nos amis agriculteurs. Il est clair qu'on veut aujourd'hui des semences qui permettent aux plantes de produire plus avec moins. C'est un virage qu'a déjà pris la réglementation française, puisque M. Lenné parlait tout à l'heure de la nécessité pour inscrire une plante au catalogue de passer des épreuves d'examen. Jusqu'à là, c'était la valeur agronomique et technologique. Aujourd'hui, la France est le premier pays à le faire. C'est la valeur agronomique, technologique et environnementale qui fait que nos futures variétés seront jugées à l'aune de leur impact environnemental. C'est-à-dire que nos chercheurs se concentrent de plus en plus vers des plantes qui feraient des économies d'intrants, des économies de pesticides et des économies d'eau. Voilà. Donc tout ça, on le fait à grand renfort de financement. Et avec toute la sympathie que j'ai pour la petite sélection participative, je ne pense pas que si on mesure de façon objective, on soit sur le même terrain. Joël Labbé, voilà des propos extrêmement qui devraient vous rassurer, l'écologiste que vous êtes. Non, pas du tout, parce que sans être non plus manichéen et surtout pas non plus à l'inverse, je pense que chacun doit trouver sa place, mais par rapport à vos pratiques et l'argent que vous mettez dans votre recherche, monsieur, mais vous l'avez dit, il s'agit d'économie, votre recherche privée est forcément intéressée. Nous, ce que l'on demande, la recherche, elle doit se faire d'une façon publique, avec des moyens publics, ponctionner ponctionner justement là où il y a l'argent qui est fait, et la recherche non pas seulement sur la plante aussi, mais sur les plantes associées, sur l'agronomie en général. Lorsque vous affirmiez tout à l'heure qu'une plante naturelle, si on la laisse, elle est là seulement pour survivre, non, parce que c'est remettre en cause tout le travail d'agronomie depuis 10 000 ans où l'agriculture a commencé avec les premiers semis de graines, jusque dans les années 50, où véritablement il y a eu beaucoup d'améliorations. Après, le passé récent, c'est l'histoire. Maintenant, il s'agit d'intégrer tout ça, de se réapproprier l'agronomie, monsieur, et justement par rapport aux grandes cultures, le rôle que peuvent avoir les prairies enherbées dans les grandes cultures, les haies dans les grandes cultures également. Tout cela, il y a un travail de recherche à mener là-dessus, mais dès l'instant que comme il n'y a pas d'intérêt direct, c'est forcément la recherche publique qui doit se saisir de ça et en avoir les moyens. Merci Joël Labbé. Nouvelle parenthèse dans cette émission. Michael Zamès, toujours dans les allées du 50e Salon d'agriculture, en compagnie cette fois de François Bayrou. Au Salon d'agriculture avec François Bayrou. François Bayrou, l'agriculture, c'est un monde que vous connaissez très bien. Estimez-vous que ce monde est en crise aujourd'hui ? C'est un monde qui est saisi d'une très grande inquiétude, et l'inquiétude c'est toujours la même, c'est-à-dire que ils ont la certitude vérifiée tous les jours qu'ils ne peuvent pas vivre directement de leur travail. Alors c'est très choquant parce que c'est une agriculture tout à fait de haut niveau, de capacité technique, de capacité de production, de grande qualité, et en même temps, la vente de leurs produits ne suffit pas pour vivre. Alors ça, c'est une politique qui a été mise en place depuis des années, on fait baisser artificiellement le prix des produits agricoles
pour que le prix de l'alimentation baisse et on remplace la vente des produits par des subventions, eh bien, qui ne sont pas autre chose que des compensations. Eh bien, je trouve que ce n'est pas raisonnable et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on construira un secteur qui aura confiance en lui pour l'avenir. Et deuxièmement, on est aujourd'hui devant de très lourdes difficultés parce qu'il y a des crises qui sont des crises qui mettent en cause la fiabilité des produits vendus, la fiabilité des filières alimentaires. L'idée que on vend en principe du bœuf et qu'on se retrouve avec du cheval, ou même que dans le monde du poisson, on commence à avoir des doutes sur la réalité des espèces vendues. C'est que l'heure est grave. C'est que tout d'un coup, plus personne ne peut avoir confiance dans les circuits. Et reconstruire la confiance dans les circuits, à coup d'étiquetage et d'identification des produits vendus, c'est une chose tout à fait essentielle parce que quand il n'y a pas de confiance entre le consommateur et le producteur, entre le consommateur et le circuit de distribution, alors l'acte d'achat, qui est un acte de confiance, devient impossible. Et alors tout le monde se rend compte que tout ceci, c'est pas accidentel, c'est pas tel ou tel petit distributeur qui dans son coin. En réalité, il y a des mafias qui sont des mafias hyper puissantes, qui ont des ramifications sur tous les produits, sur tous les marchés européens et peut-être au-delà de l'Europe, et qui font que plus personne ne peut avoir confiance dans le produit acheté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des barrières? Qu'est-ce qu'on met? Non, mais on oblige à l'identification des produits. Et si les autres ne veulent pas suivre, on commence tout seul. La France, il n'y a aucune raison que la France ne puisse pas être à l'avant-garde en se mettant d'accord avec ses producteurs et avec ses circuits de commercialisation pour que chez nous, tout soit identifié et que la confiance se reconstruise. Voilà, François Bayrou au Salon de l'Agriculture il y a quelques instants. Je vous rappelle que Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, sera sur ce plateau en direct à partir de 16h30. On aura évidemment beaucoup de questions à lui poser. Monsieur Pinta, le blé, la production de blé, il nous reste quelques minutes d'émission. On va parler des OGM, la France qui interdit la culture OGM aujourd'hui sur son territoire. Est-ce que c'est une décision quelque part que vous regrettez? Est-ce qu'avec des OGM pour les graines, pour les semences de blé, on arriverait à faire mieux encore en matière de production qu'avec les graines naturelles dont vous disposez aujourd'hui? Je crois que la priorité est à donner à la recherche et à l'innovation en général. Les OGM n'étant qu'un des sujets, il n'y a pas que ça dans l'innovation, il y a tout ce qui travaille autour du génome pour justement savoir telle variété, telle résistance est là, pour accélérer un peu les choses. Et là, ça se passe plutôt bien. Pour répondre à votre question sur les OGM, ce que l'on déplore essentiellement, c'est qu'en France, on ne puisse plus faire d'essais OGM en plein champ pour pouvoir justement répondre à tout le questionnement de la société. Et ça, c'est dramatique. Hein. Après, savoir si vous êtes pour ou contre, au moins faisons des essais, faisons-les en plein champ pour voir quelque chose. C'est ce que demande l'INRA, par exemple, depuis quelques temps, pour redémarrer des essais en plein champ. Tout à fait, ce que demande la recherche privée, ce que demande la recherche publique. Monsieur Second, sur cette grande affaire OGM, il n'y en a plus aujourd'hui en France et quand il y en a, ils sont arrachés par les amis de José Bové. Même question, est-ce qu'il y a quelque part un regret chez vous de ne pas pouvoir aller plus avant dans la recherche sur ces domaines quand même extrêmement controversés? Oui, alors bien sûr, vous faisiez allusion au fauchage volontaire. Oui. J'ai eu moi-même à le subir, puisqu'il se trouve que comme José Bové, je suis aveyronnais, donc nous sommes voisins. Oui. Et donc la proximité parfois fait que, bon, il y a quelques frottements. Bon, ceci étant, moi je pense qu'on a très mal pris le problème des OGM. Bien sûr, nous sommes frustrés, mais arrêtons là aussi les amalgames. Vous parlez des OGM. Je refuse que l'on parle des OGM. Qu'est-ce que sont les OGM? C'est une technologie qui permet de créer des produits. Et nous, semenciers européens, on s'est interdit d'utiliser cette technologie. Point. C'est comme si pour la télévision, on s'était interdit d'utiliser l'électronique. Bon. Et encore une fois, on devrait mesurer l'intérêt des OGM à la valeur des produits qui sont créés à partir de ces OGM. Je prends un exemple. Vous le croirez ou vous ne le croirez pas.
J'étais très impliqué dans les... Parce que ma société était proche de Monsanto un temps, vous voyez, bon, c'est plus le cas. J'étais très impliqué dans l'OGM Mon 810 résistant à la pyrale. C'est du maïs, n'est-ce pas? Du maïs. C'est un OGM qui permet, c'est une technologie qui permet de transférer au maïs une résistance à un insecte, ce qui fait que le maïs se défend lui-même contre l'insecte. Il n'y a pas à traiter, pas d'insecticide à appliquer. Vous avez un surplus de rendement et vous avez un bénéfice environnemental parce que lorsque la pyrale pénètre dans le maïs, elle fait des tunnels qui sont porteurs de mycotoxines. Cette graine aujourd'hui est interdite en France. Donc aujourd'hui elle est interdite en France. Eh bien, vous le croirez ou pas, lorsque j'ai appris mon 810, j'ai convoqué, parce que j'ai quand même la proximité étant dans l'Aveyron, et j'en profite, les agriculteurs bio du coin, en leur disant, bon sang, je pense qu'on a trouvé ce qu'il vous fallait. Je pensais sincèrement que l'introduction d'un gène de résistance dans une variété était l'outil rêvé pour les bio, parce qu'ils n'auraient pas à traiter. Mais depuis, voilà. Les choses ont évolué, les mentalités en particulier. Oui, et je peux vous assurer que même dans la mouvance bio, eh bien, les avis étaient partagés. Donc, on a amalgamé tout ceci. Pourquoi? Parce qu'à travers les OGM, il y avait une multinationale, qui plus est américaine, impérialiste, et qui, et là je pense qu'on est tous d'accord, et M. Labbé sera d'accord avec moi, qui prônait la brevetabilité du vivant à travers le brevet. Et c'est pour ça que tous nous sommes en train de défendre le COV contre le brevet. Et on a fait cet amalgame-là. Juste pour terminer un exemple, si l'INRA avait été le premier à créer le maïs résistant à la pyrale, nous crierions tous au miracle, bio comme pas bio, en disant bon sang, la recherche publique a fait un truc super, on n'a plus besoin de traiter avec des insecticides. Voilà. Monsieur Joël Labbé, une réaction certainement à ces propos. Monsieur le Président. Il nous reste 2 minutes, je le précise. Essayez d'éviter de parler au nom des bio, parce qu'ils ne doivent pas être nombreux, ceux qui partagent votre pensée là. Moi, ce que je pense, c'est que tant qu'il n'y aura pas de retour aussi à l'agronomie évidemment, mais à l'éthique, parce que derrière toutes ces recherches, c'est le business, c'est le fric. Il est temps d'arrêter. Et ça se joue au plan international, au plan planétaire. Au vu de tout ça, il y a l'accaparement des terres, les monocultures, les biogardes. Mais tout ça c'est lié. Et ce sont les raisons pour lesquelles nous, ce que l'on demandons, c'est de la raison, c'est de l'éthique, c'est de la recherche publique appliquée véritable au service de l'agriculture et des agriculteurs. Et ce que je voudrais dire en conclusion, vous avez l'air d'être agriculteur et représentant d'agriculteurs qui vous portez bien. On est au salon de l'agriculture, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne peuvent pas venir ici parce qu'ils crèvent la dalle chez eux. Certains ne survivent plus. Le taux de suicide en agriculture est absolument terrible et on n'en parle pas. L'agriculture, pour une partie, va très mal et il y a besoin de solidarité véritable. Merci. Joël Labbé. Une toute dernière question, Monsieur Second. On parle d'agroécologie, c'est le nouveau terme à la mode en ce moment, entre autres au salon de l'agriculture aujourd'hui. C'est l'avenir également pour les semences, l'agroécologie. Un mot que vous développez, Stéphane Le Foll, les pouvoirs publics. J'avoue que j'ai quelques difficultés à préciser le concept d'agroécologie. Ce que je sens, ce sont des tendances lourdes. Tendances lourdes en disant nous devrons toujours maintenir un niveau de production élevé en étant très redevables de nos intrants. C'est-à-dire nous devons le faire avec moins d'engrais, nous devons le faire avec moins d'eau. Et ça, ce sont des axes forts de recherche. Mes chercheurs, ils sont déjà... Monsieur Labbé, vous nous faites beaucoup d'honneur en nous parlant d'agronomie, de situation des agriculteurs. Désolé, moi je suis le patron d'une société semencière. Je me contente modestement de travailler à la création de variétés qui satisfassent les besoins futurs de l'agriculture. Pour ça, j'ai besoin d'avoir 10 ans d'avance sur moi, parce que c'est le cycle de création variétale dont j'ai besoin. Et il faut que je me projette à ce que sera l'agriculture dans 10 ans. Elle inclut de l'agroécologie. Merci beaucoup, messieurs. Notre émission est terminée. Merci d'avoir été aussi ouvert au débat, un débat passionnant sur les semences. Le printemps, c'est bientôt. Pensez à acheter vos graines. On se retrouve aux alentours de 16h30, très précisément, sur ce même plateau, toujours en direct du Public Sénat, toujours en direct du Salon de l'Agriculture. Stéphane Le Foll sera notre invité tout à l'heure et nous parlerons de cette féminisation dans le monde agricole, un phénomène tout à fait nouveau. Merci de votre fidélité. À très bientôt.